Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une ce lundi 20 septembre, le processus électoral qui se poursuit au Maroc et qui permet au train de la démocratie de continuer sur les bons rails. Nous parlerons tout d'abord de l'élection des présidents de région et de celle des présidents des conseils communaux. À suivre également un nouvel éclairage, notamment sur les énormes défis qui attendent la nouvelle majorité gouvernementale, toujours en gestation. Ce sera avec Abdelmjid Fassi, jeune député du parti de l'Istiqlal, et le professeur Francis Delterré, constitutionnaliste belge. Le secrétariat général des Nations Unies vient de publier en tant que document officiel au Conseil de sécurité la lettre adressée le 10 de ce mois-ci par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc, Omar Hillel, au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, lettre portant sur le déroulement des élections générales le 8 septembre au Maroc, y compris au Sahara marocain. L'ambassade du Gabon à Rabat a choisi la ville de Laayoune pour célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Un choix qui en dit long sur l'excellente relation d'amitié et de fraternité entre Rabat et Libreville. Un message très fort depuis la capitale du Sahara marocain. Bonsoir, dossier électoral pour démarrer cette édition. Deux nouvelles d'élire leur président. Il s'agit tout d'abord de la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima et c'est Omar Mouro du RNI, le Rassemblement national des indépendants qui a été élu aujourd'hui président du conseil de cette région. Seul candidat à cette présidence, Omar Mouro a remporté 56 voix sur les 63 membres du conseil et 4 membres se sont abstenus. Retenez également ce nom du RNI, Hro Abro, qui a été élu aujourd'hui à Erachidia, président du conseil de la région de Dara Tafilelt. Hro Abro, candidat unique, a obtenu 43 voix des membres du conseil de la région. Et après les élections générales du 8 septembre, justement, le processus électoral et l'exercice démocratique se poursuivent partout au Maroc dans un climat empreint de transparence. Après l'élection des présidents des conseils régionaux dont nous venons de parler, eh bien, faisons à présent le point sur celle des présidents des conseils communaux. Un tour d'horizon dans un certain nombre de communes, mais évidemment pas toutes. Tour d'horizon national donc en compagnie d'Oumaima Ramli. Première escale, Salé, où ce matin le nouveau président du conseil communal a été élu. Omar Sntisi du parti de l'Istiqlal a obtenu la majorité confortable de 60 voix sur 79. Les habitants de la ville attendent des réformes profondes pour une vie décente et c'est justement ce qui va primer. Nous allons travailler sur le développement des infrastructures, mais aussi sur la préservation de la dignité des habitants. Dans la même région, Rabat Saleh Qnetra, direction la commune de Tmara. Elle sera présidée les 6 prochaines années par Zouhir Zemzami du Rassemblement national des indépendants. Tmara est une ville grandissante. Il est question de 380 000 habitants. Et c'est pour eux que nous allons œuvrer pour aller de l'avant et pour faire aboutir tous les chantiers déjà entamés, avant de lancer de nouveaux chantiers très ambitieux. Toujours dans la région, à Qnetra cette fois-ci, c'est Anas Bouhnani du Rassemblement national des indépendants qui est le nouveau président du conseil communal de Qnetra. Seul candidat en lice, il a été élu par 33 voix pour, 6 contre, alors que 12 membres se sont abstenus. Direction à présent la région de Fès-Meknès. Première escale, Fès, où Abdeslam Bqali du Rassemblement national des indépendants a été élu président du conseil communal. Il a été porté à la mairie de la capitale spirituelle par 60 voix sur un total de 91. Nous allons œuvrer à la relance des secteurs névralgiques de la ville, notamment l'artisanat et le tourisme, la promotion de l'emploi et de l'attractivité économique de la cité et le renforcement des infrastructures. Nous resterons constamment à l'écoute des aspirations de la population qui nous a fait confiance. À quelques dizaines de kilomètres, Meknès, la cité ismaélienne a également élu son nouveau président du conseil de la commune. Jawad Bahaji du Rassemblement national des indépendants a obtenu 40 voix sur les 61 sièges que compte la commune.
Nous sommes appelés à relever un ensemble de défis pour remettre la ville sur les rails du développement, notamment sur les plans économiques, culturels et environnementaux. Nous avons une vision claire que nous allons mettre en œuvre à travers des programmes bien définis et une méthodologie de travail inclusive. Cap sur Oujda, où Mohamed Azzaoui du Rassemblement national des indépendants siégera à la présidence du conseil communal d'Oujda. Il a obtenu les voix de 45 membres du conseil sur un total de 61 voix. Durant notre mandat, nous allons nous focaliser sur les besoins du citoyen, le mettre au cœur de nos priorités, aller au plus près des citoyens et répondre à tous leurs besoins, car ce sont eux la richesse de la ville. Et nous terminerons ce bref tour d'horizon dans la grande métropole de Casablanca. C'est Nabil Armili du Rassemblement national des indépendants qui s'est vu confier les commandes de la ville. Elle a été élue avec 105 voix sur un total de 131 voix. Pour honorer la métropole de Casablanca, nous allons mettre en marche un plan global qui sera public. Ce plan aura pour objet de consolider tous les acquis de la ville et de proposer aussi une batterie de nouvelles mesures qui répondront aux besoins des Casablancais. Et l'exercice démocratique se poursuivra au Maroc avec notamment l'élection très attendue du maire de la capitale, Rabat. Élection qui était programmée pour ce matin, mais qui n'a finalement pas eu lieu. À suivre. La majorité gouvernementale commence à prendre forme, comme vous le savez. La semaine qui commence pourrait être décisive d'ailleurs pour la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Les formations politiques arrivées 2e et 3e lors des dernières élections ont reçu l'aval de leurs instances pour y prendre part. Le Conseil national de l'USFP a donné lui également hier soir son approbation, même si cela reste sous certaines conditions. En tout cas, le RNI, le PAM et l'Istiqlal se partagent déjà la présidence des 12 régions du Maroc et dominent au niveau de la très grande majorité des présidences des communes territoriales. La future équipe gouvernementale aura à relever de nombreux défis. Le premier, c'est d'accorder les violons autour de la plateforme de travail que devrait constituer le programme électoral du RNI. Mais les partis de la majorité gouvernementale en gestation devraient également adopter le futur programme gouvernemental aux dispositions de la grande vision que constitue le nouveau modèle de développement. Et pour en parler, nous sommes ce soir en direct sur le plateau avec nous pour un nouvel éclairage, Monsieur Abdelmjid Fassi, jeune député du parti de l'Istiqlal. Bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, vous entamez votre 2e mandat parlementaire, c'est bien cela? Tout à fait. J'étais député de la liste nationale et il était fondamental pour moi de me présenter dans une circonscription locale, donc Fès Nord. Et donc je saisis l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Et j'espère être à la hauteur de leur confiance. Nous allons revenir à vous, Monsieur Fassi Fehri, pour la suite de cet entretien que nous allons débuter tout de suite en compagnie de notre invité depuis la capitale belge, en duplex, depuis la Belgique donc, un constitutionnaliste et professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, professeur Francis Delperret. Bonsoir, vous êtes président de l'Association belge des Amis du Maroc, Monsieur Delperret. Je commence donc avec vous, un triple scrutin en temps de pandémie, avec un taux de participation qui dépasse les 50%. Votre commentaire, tout d'abord, sur cela? Le thème de la participation est évidemment essentiel dans une société qui est engagée dans un processus démocratique. Les élus sont vraiment élus si il y a au sein de la population un corps électoral suffisant qui se prononce. Et en ce sens-là, je crois que le jumelage des élections à la fois municipales, régionales et nationales au Maroc a été un élément moteur, un élément presque déterminant dans cette plus grande participation. Je crois qu'il faut s'en réjouir. Monsieur Fassi Fehri, dans la même lignée de ce fort engouement des électeurs marocains pour ces élections générales aux multiples défis, les élections, le scrutin de tous les défis, un taux de participation qui dépasse les 50% dans un climat de crise sanitaire, beaucoup de restrictions. Est-ce que c'était prévisible quelque part pour vous ? En effet, on doit se féliciter du succès de notre pays dans l'organisation de ces élections. Ce n'était pas facile, d'une part pour les partis politiques et les candidats,
qui ont dû s'adapter aux conditions sanitaires exceptionnelles et faire campagne dans des conditions pas toujours faciles. Et bien sûr, d'un autre côté, les autorités qui ont dû encadrer et organiser ces élections et qui l'ont fait sans aucun incident. Donc, en fait, c'est une grande réussite pour notre pays, surtout dans le cas d'une pandémie. Et j'ai pu sentir au contact des gens, lorsque j'ai parlé avec eux, j'ai échangé avec eux, qu'il y avait une réelle volonté d'alternance et de changement. Donc le taux de participation me paraît normal. Je savais qu'il allait y avoir un certain intérêt pour ces élections. Volonté d'exprimer sa voix qui s'est bien traduite dans les urnes. Alors je reviens à vous, Monsieur Delperret. Le taux de participation, les taux en fait de participation ont atteint aussi des records dans certaines régions du Maroc, 66,94% dans la région de l'Ayoun Saqiya al-Hamra et puis 58,30% dans la région de Dakhla Dahab. Ce sont des taux qui disent beaucoup de choses, qui disent tout en fait sur l'attachement des populations du Sahara marocain à leur marocanité. Le Maroc qui ne cesse de clamer haut et fort, de clamer cela en fait haut et fort, il attend de ses partenaires des actes et non de simples positions de soutien justement à ce processus onusien sur cette affaire. Quelle analyse en faites-vous, Monsieur Delperret? L'élément essentiel de la participation, c'est évidemment que le peuple marocain, qui avait certains mécontentements à exprimer, ne l'a pas fait dans la rue, ne l'a pas fait dans la violence, mais l'a fait dans les urnes en exprimant une volonté politique claire et d'ailleurs d'une ampleur particulièrement remarquée. La participation que vous remarquez, que vous soulevez à propos évidemment du Sahara occidental est également caractéristique. C'est une façon aussi pour le peuple marocain. Justement, concernant la question du Sahara, Monsieur Delperret, justement, onusien qui est pour le moment en train de se développer. Et je pense que c'est un élément favorable, en tout cas, à l'avancement de ce dossier. Justement, concernant la question du Sahara marocain, qui ne cesse de susciter des soutiens partout dans le monde, le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il attend non seulement de simples gestes, mais des positions concrètes. Quelles positions, justement, et que peuvent faire ses partenaires européens dans ce sens, pour soutenir un processus onusien? Je pense que les partenaires européens sont très sensibles à un fait essentiel qui est manifeste sur le plan politique, c'est que le Maroc vit en paix. Le Maroc vit l'alternance politique dans la stabilité, la continuité et la pacification des esprits. C'est évidemment un élément tout à fait fondamental dans les relations entre l'Europe et le Maroc. Le Maroc est un peu l'interface entre cette Europe et le grand continent africain. Et je pense que cette pacification des esprits devrait servir à faire progresser le débat sur le sud marocain. Et même c'est un record dans les provinces du sud du royaume, on ne peut un signal très fort à toute la communauté internationale, Monsieur Delperret, concernant la question de la marocanité du Sahara. J'enchaîne toujours avec vous, Monsieur Delperret, concernant cette fois-ci la régularité des élections au Maroc, qui fait du royaume du Maroc le seul véritable partenaire de l'Europe pour la démocratie dans la zone sud de la Méditerranée. Quel en sera l'impact sur peut-être les rendez-vous à venir dans l'agenda en fait des partis? J'entends beaucoup le modèle marocain. Parfois même, on ajoute aussi l'exception marocaine pour montrer que la situation n'est pas comparable avec celle d'autres pays du Maghreb ou celle d'autres pays africains. Moi, je ne parlerai pas nécessairement de modèle, je dirais plutôt un exemple de pacification du jeu politique, et l'alternance qui se produit de ces jours-ci est évidemment une manifestation de cette vertu démocratique. Vous savez, il y a 20 ans, j'étais à Rabat pour un colloque sur l'alternance en politique. J'étais là avec Georges Vedel,
le grand constitutionnaliste français, un grand ami du Maroc. Et nous avions essayé de montrer à nos amis marocains que l'alternance, c'était vraiment une vertu, c'était un élément essentiel dans la vie démocratique d'un pays. Un parti ou un groupe de partis ne peut pas s'accrocher au pouvoir en dépit des circonstances. Non, le citoyen a le droit de dire nous vous avons assez vu. Nous voulons changer d'équipe, nous voulons changer d'attelage, nous voulons nous inscrire aussi dans le prolongement de ce programme de développement et de transformation du pays, le fameux nouveau modèle. Et justement, le nouveau modèle de développement, nous allons. Par le roi. Et justement, le nouveau modèle de développement prôné par Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous allons en parler tout de suite avec notre invité, Monsieur El Fassil Fihri. Je reviens à vous. Une majorité d'abord gouvernementale qui commence à prendre forme avec le parti qui a remporté les élections, le RNI, et puis d'un autre côté, le PAM et le parti de l'Istiqlal pour former une majorité gouvernementale qui soit solide, qui soit homogène et qui soit capable de relever les défis. Et nous allons revenir à cette question des défis dans quelques instants. Mais tout d'abord, un commentaire sur comment pourrait-on interpréter ces consultations politiques? Alors, le prochain gouvernement, ça sera un gouvernement de combat, d'accord, qui va se concentrer ses efforts et son énergie sur l'efficacité et les solutions rapides. D'ailleurs, la nomination du chef du gouvernement par Sa Majesté le Roi, c'est un message clair et limpide de justement cette volonté d'aller vite et d'être dans l'efficacité. Parce qu'il y a urgence. Oui, bien entendu, les défis sont nombreux. Alors, le premier élément, c'est pour le gouvernement d'implémenter et de concrétiser les propositions issues du rapport sur le nouveau modèle de développement. D'accord? Ça sera un élément essentiel. Une feuille de route à suivre. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire investir plus et mieux dans l'éducation, dans la santé, mettre en place une administration qui soit forte, accélérer la transformation numérique. Ça veut dire aussi réduire les inégalités. Ça veut dire bien sûr les grands projets de la généralisation de la protection sociale ainsi que le fonds l'éducation, la jeunesse. Évidemment. Et donc ça, ce sont des thématiques et des projets et des dossiers que cette coalition gouvernementale devra mettre en avant à travers un programme gouvernemental. Et donc en fait, ça va être très simple, puisque la coalition composée de ces trois gros partis respecte la volonté populaire. D'accord? Maintenant, il faudra que chacun des partis se retrouve dans ce programme gouvernemental. Et je pense que dans la configuration actuelle, ce sera chose aisée. Bien entendu, le chef du gouvernement a des prérogatives s'il veut rajouter ou pas d'autres partis dans la coalition, mais en tout cas, ils devront trouver un programme gouvernemental homogène, sérieux et crédible. En tout cas, ça va être le parti du Grand Maroc avec les intérêts suprêmes du Maroc. Mais comment concrètement se fera, si on peut le dire comme ça, le recoupement en fait entre tous ces chantiers qui sont énormes et toutes ces attentes qui sont tout aussi énormes et titanesques, Monsieur Fassil? Alors en fait, il y aura un groupe de travail qui est déjà mis en place et qui va travailler sur le programme de la coalition gouvernementale. Et donc chaque parti défendra les différentes propositions qu'il a apportées lui-même dans son programme électoral afin qu'elles puissent figurer au sein du programme gouvernemental en entier. Et donc ça, il faudra trouver une entente entre toutes les composantes de la coalition gouvernementale pour trouver très rapidement et mettre en place un programme gouvernemental. Et encore une fois, je pense que ça va se faire très rapidement, sans couac et de manière très fluide et limpide. Travailler ensemble et avec beaucoup de concertation pour le bien finalement du Maroc. Je reviens à vous, Monsieur Delperret, vu de la capitale belge. Comment est perçue cette dynamique, justement, on en parlait à l'instant avec notre invité sur le plateau, cette dynamique que connaît le Maroc au plan politique et géopolitique et aussi économique et géostratégique, hein? Bruxelles, capitale de l'Europe, et je dirais l'Europe tout entière, est évidemment attentive à une chose. Le Maroc, c'est un point de stabilité.
c'est un point de paix, c'est un point de continuité dans l'action politique dans le cadre de l'Afrique du Nord. Et il y a évidemment un intérêt majeur porté à cette situation-là. Et peut-être les éléments d'aujourd'hui, au lendemain des élections, nous apportent-ils des éléments nouveaux, c'est-à-dire un gouvernement fort, légitimé par les urnes démocratiques, un gouvernement qui va être manifestement, mon collègue vient de le dire, centré autour de quelques formations politiques, un gouvernement qui va être formé rapidement, on parle de quelques jours ou de quelques semaines, un gouvernement qui, je le rappelle, a aussi la feuille de route dont on parlait il y a un instant, c'est-à-dire le nouveau modèle de développement. Tout cela, ce sont des atouts. Je me permets aussi évidemment de dire, ce sont des atouts, ce sont aussi des défis qui vont peser sur la nouvelle équipe et je crois qu'on ne peut, du point de vue européen, que lui souhaiter bon succès, bon travail, parce qu'il y a évidemment du pain sur la planche. Très bien, Monsieur Fassi, avant de clore cet entretien, un commentaire peut-être. Qu'est-ce que la déclaration, l'intervention de Monsieur Del Perret vous suggère-t-elle en fait concernant les défis géostratégiques qui attendent le Maroc? Nous avons parlé de défis internes, maintenant de défis externes. Cette image du Maroc à l'international et ses intérêts à l'international. Alors il est clair que le processus démocratique que nous venons de vivre renforce la position du Maroc à l'international, car le Maroc montre que c'est un pays qui a une stabilité politique, qui a des élections qui sont organisées en leur temps et qui donc, dans les prochaines négociations, les négociations futures avec nos partenaires à l'international, le Maroc aura un poids de taille. Je voudrais également, avant de finir, revenir à l'interne un peu et vraiment espérer que la composante jeunesse et femmes qui ont joué un rôle essentiel dans la participation soient représentées au sein de ce gouvernement, car il est toujours important que la femme soit représentée pour le succès de tout projet d'ailleurs, et donc ça participera à donner une certaine attractivité du gouvernement pour que la jeunesse puisse aller voter encore plus dans 5 ans. Entendu, rajeunissement et féminisation de la scène politique pour bien démarrer ce nouveau mandat gouvernemental. Merci messieurs pour cet éclairage. Notre journal se poursuit. Le Maroc est un partenaire très important de l'Union européenne. Ces mots émanent du vice-président du groupe Parti populaire européen au Parlement européen. Après un entretien à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boureta, André Kovachev a qualifié le triple scrutin organisé le 8 de ce mois-ci au Maroc d'élections libres, démocratiques et transparentes. Les détails tout de suite en compagnie de Myriam El-Missi. Au centre des discussions, l'avenir de la coopération maroco-européenne. Avec pour ambition de promouvoir le partenariat entre les deux rives, André Kovachev revient sur le bon déroulement des dernières élections générales tenues dans le Royaume. Pour l'Union européenne, le Maroc est un partenaire de choix. Nous devons approfondir nos relations après les libres, démocratiques et transparentes élections tenues dans le Royaume. Nous sommes dans l'attente de la formation du nouveau gouvernement au Maroc pour pouvoir poursuivre le renforcement de la bonne coopération qui nous lie dans tous les domaines politiques, économiques, sécuritaires et du commerce. Le Maroc a beaucoup d'amis au sein du Parlement européen et je suis là pour identifier les moyens d'approfondir davantage les liens maroco-européens ainsi que les défis à relever. L'Union européenne exprime ainsi sa prédisposition à soutenir davantage le Maroc en tant que partenaire fiable et stable dans la région et en Afrique. À New York, le secrétariat général des Nations Unies vient de publier en tant que document officiel du Conseil de sécurité la lettre adressée le 10 de ce mois-ci par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc, Omar Hillel, au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, lettre portant sur le déroulement des élections générales le 8 septembre au Royaume du Maroc, y compris au Sahara marocain. Mohamed Aïtchker.
Un document distribué aux 193 États membres des Nations Unies et qui est désormais consigné dans les annales de l'ONU. L'ambassadeur Omar Hilal relève notamment qu'au Sahara marocain, les taux de participation ont atteint 66,94% dans la région de l'Ayoun, Sakh et Al-Hamra, 58,30% dans la région de Dakhla ou Dahab. Et au niveau provincial, les taux de participation au Sahara marocain sont encore plus remarquables, 79,64% dans la province d'Ausserz, 85,20%, un record dans la province de Tarfaya, 67,37% dans celle de Smara, 68,65% dans la province de l'Ayoun et 64,10% dans la province de Boujdour. L'ambassadeur du Royaume souligne que la participation massive de la population du Sahara marocain à ce scrutin constitue une nouvelle confirmation par les urnes de l'attachement indéfectible des citoyens des provinces du Sud à leur marocanité ainsi qu'à l'exercice de leur droit inaliénable de gestion démocratique de leurs affaires locales dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. Le diplomate marocain explique ensuite que ces élections ont été suivies et observées en toute indépendance et neutralité par quelques 5020 observateurs, dont 129 représentant notamment plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du monde arabe, des organisations internationales et régionales, des parlements nationaux et internationaux et des organisations non gouvernementales et de la société civile. La distribution de ce document d'une extrême importance coïncide avec le début ce lundi des travaux des réunions de haut niveau de l'Assemblée générale avec la présence à New York de hauts dirigeants des États membres de l'ONU. C'est un message très fort et plein de symboles. L'ambassade du Gabon à Rabat a choisi la ville de l'Ayoun pour célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance de ce pays africain ami et frère. Le Gabon, qui pour rappel avait ouvert en janvier 2020 un consulat général dans la capitale du Sahara marocain. Mérim El-Missi pour les détails. Libreville s'invite à l'Ayoun. Ici, à la Maison de la Culture Saad, l'heure est aux grandes festivités. Un week-end de célébration qui donne à voir un beau brassage de culture africaine. Nous sommes à l'Ayoun afin de pouvoir participer à cette manifestation et partager avec nos frères marocains le volet culturel. Aujourd'hui, les îles Comores viennent de participer à la célébration de l'indépendance du Gabon. Il y a eu des échanges culturels, des échanges aussi entre les expositions qui montrent l'intérêt que nous avons pour les trois pays, le Maroc, le Gabon et les Comores, à travailler ensemble. Choisi pour abriter les célébrations du 61e anniversaire de l'indépendance du Gabon, la capitale du Sahara marocain vibre au rythme de l'hymne de ce pays d'Afrique centrale. Un énième soutien exprimé par le Gabon à la marocanité du Sahara. Le Gabon ne cesse de soutenir de façon indéfectible la marocanité du Sahara marocain. Donc c'est pour cela que nous avons aujourd'hui voulu organiser ces festivités pour montrer encore combien de fois le Gabon reste vraiment un pays qui soutient de façon indéfectible le Sahara marocain. Un grand événement à l'image de la grandeur des relations historiques qui lient le Maroc au Gabon. Des relations consolidées depuis janvier 2020 par une présence diplomatique gabonaise à l'Ayoun. Libreville ayant ouvert son consulat général dans cette ville du Sahara marocain. Covid-19, la situation épidémiologique s'améliore fort heureusement jour après jour. Durant ces dernières 24 heures, 693 nouveaux cas ont été recensés. Les nouveaux décès sont au nombre de 48. Le nombre des cas actifs est redescendu sous la barre des 21 000, alors que les cas sévères ou critiques s'établissent à 1415. 40 personnes sont intubées. Pour ce qui est de la vaccination, eh bien, le nombre des primo-vaccinés dépasse désormais les 21 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées dépasse les 17 millions et demi.
C'est une bâtisse qui regroupe tout le legs culturel et historique de la région d'Essaouira. Je vous parle du musée Sidi Mohamed Ben Abdallah. Ouvert en 1980, il est le premier musée de la ville. Il accueille des expositions temporaires. On y trouve également des collections d'instruments de musique traditionnels, des bijoux et bien d'autres collections. Bref, un lieu qui fascine les amateurs des antiquités et des belles œuvres. Nissa El Hamdaoui et Abdelghani Tahraoui. Majestueuse et chargée d'histoire, cette demeure seigneuriale du XIXe siècle. Elle recèle aujourd'hui un trésor, la quintessence du patrimoine d'Essaouira, la ville plurielle. Bienvenue dans le musée Sidi Mohamed Ben Abdallah. Le circuit tracé par les gardiens de ce temple fait voyager le visiteur dans le Mogador authentique, depuis la période préhistorique. Pour ce qui est du circuit muséal, il se constitue donc sur deux niveaux. Le premier niveau du rez-de-chaussée, ils mettent l'accent surtout sur les données historiques et surtout naturelles aussi, qui ont encouragé l'homme à s'installer dans la région depuis donc les époques préhistoriques jusqu'à la fondation de la ville d'Essaouira au XVIIIe siècle. Chaque pièce exposée raconte la vie des habitants de Mogador, juifs et musulmans vivant côte à côte, en préservant les as et coutumes de leurs aïeux. Ce fut une population qui aimait célébrer les grandes fêtes. Elle éprouvait même un plaisir à se mettre en valeur avec des tenues traditionnelles d'apparat et des accessoires au cachet judéo-arabe. C'est le pavillon ethnographique. Il met l'accent surtout sur la richesse ethnographique via donc des thèmes différents de musique, de costumes, l'artisanat de Tuya et aussi tout ce qui concerne donc la bijouterie, tout ce qui concerne les armes. Toute la richesse du patrimoine d'Essaouira, jalousement préservée au sein de ce musée, continue aujourd'hui de rythmer le quotidien de cette ville-monde. Une belle cité solaire à jamais. Et c'est cette belle parenthèse historique et culturelle qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.